Alors la question ce soir, c'est l'État doit-il financer la presse et si oui, selon quel modèle, à quelles conditions? Quels risques aussi inhérents à une telle proposition? Est-elle vraiment compatible avec la sacro-sainte liberté de la presse? C'est un débat qui s'inscrit évidemment, et je reconnais quelques visages dans cette assistance qui ne sont pas vraiment étrangers au monde médiatique, donc dans un contexte où le lectorat papier se réduit, où les réseaux sociaux, notamment chez les jeunes, constituent la première source d'information, et que nos chères rédactions, malheureusement, licencient à tour de bras. Alors, est-ce que l'État sauvera la presse ou est-ce que l'État enfoncera le dernier clou dans le cercueil de la presse? On va en débattre pendant environ 1 heure et puis nous aurons ensuite le temps des questions où vous pourrez librement interpeller nos panélistes qui sont venus ce soir. On va présenter Cécile Sceaux. Bonsoir. Merci beaucoup. Vous nous faites le déplacement depuis Paris. Vous dirigez Mediapart, c'est un magazine indépendant en ligne fondé en 2008 par Edoui Plenel, entièrement financé par ses lecteurs et donc farouchement opposé à l'idée d'un financement par l'État. Vous nous direz pourquoi. Et de fait, parce que votre journal est réputé pour ses enquêtes au vitriol sur un certain nombre de personnalités politiques. Citons par exemple l'affaire Woerth-Bettencourt, l'affaire Sarkozy-Kadhafi, l'affaire Cahuzac et son compte en Suisse, ou encore l'affaire des homards et du château d'Yquem englouti par François de Rugy aux frais du contribuable lors de dîners privés fastueux alors qu'il était président de l'Assemblée nationale. Évidemment, la chose la plus choquante, c'est quand même de mélanger du homard avec du château d'Yquem. Et je crois que c'est ce qui est prévu au cocktail tout à l'heure. On remercie Sébrine et tout son comité pour ce banquet qui nous attend. Bonsoir Samuel Bendaron. Bonsoir. Vous êtes conseiller national vaudois, membre du Parti socialiste. Votre parti soutient l'idée d'un financement par l'État. Nous verrons pourquoi, nous verrons comment également. Bonsoir Pierre Avien-Iblé. Vous êtes le tout frais directeur du Temps. Ça fait quelques mois que vous avez pris vos fonctions. Vous dirigez ce quotidien depuis quelques mois. Vous venez du monde du cinéma. Vous êtes plus récemment passé par la SSR. Vous avez notamment développé la plateforme Play Suisse. Cinéma sous perfusion publique. Nous verrons ce que vous pensez d'une potentielle perfusion publique G-Média. Soyez le bienvenu. Et puis enfin, il y a en casier voisin, c'est Philippe Amédro, qui est maître d'enseignement et de recherche à l'Université de Genève, juste en bas de la Treille, au sein du Media Lab rattaché à la Faculté des sciences de la société, qui dispense un master en communication et culture numérique, un certain nombre de formations continues, je crois également. Merci d'être avec nous tous les 4. Alors j'ai envie de commencer avec vous quand même, Cécile Sceaux. Vous êtes l'exemple d'un média indépendant, indépendant financièrement, payé par ses lecteurs et qui ne crie pas famine. Est-ce que c'est l'exemple qui confirme la règle ou l'exception qui confirme la règle? C'est compliqué de répondre à cette question. À chaque fois qu'on est invité pour parler de Mediapart, on a coutume de dire que notre modèle n'est pas forcément reproductible à l'infini. Il y a une partie de chance d'avoir eu en 2007-2008 la bonne idée au bon moment avec les bonnes personnes, alors même que personne n'y croyait puisque c'était le moment où toute information était gratuite en ligne et où l'idée de créer un site internet avec un paywall, c'est-à-dire où seuls les abonnés pouvaient lire, semblait absolument loufoque et loquace auprès de tous les interlocuteurs auxquels on s'adressait. Or, c'est un pari qui a réussi puisqu'on est vivant déjà et rentable aussi depuis plus de 10 ans financièrement. Et on est un modèle qui est vraiment financé uniquement par l'abonnement. Notre slogan, c'est « Seuls nos lecteurs et nos lectrices peuvent nous acheter », avec petite blague au passage, puisqu'on ne se fait pas acheter autrement. C'est vraiment 98% de notre chiffre d'affaires depuis le début, étant entendu que les 2% restants sont des dérivés de nos contenus éditoriaux revendus autrement via les agrégateurs de contenus, etc., etc. Alors, ça marche à certaines conditions qu'on a réussi, nous, à rencontrer au fur et à mesure de la création puis du développement de Mediapart. Ça n'a pas marché tout de suite. Les 3 premières années, ça a été compliqué. Il a fallu convaincre, il a fallu s'accrocher, il a fallu travailler en étant en déficit assez élevé. Et puis, il y a eu les premières enquêtes qui nous ont permis d'obtenir de la visibilité puis de la crédibilité. Et aujourd'hui, on a 230 000 abonnés payants à Mediapart, ce qui nous permettent de faire le travail d'investigation et de journalisme auquel on tient. C'est les seules personnes à qui on rend des comptes. On essaye d'être dans une relation
de participatif et de lien avec eux très régulièrement, non pas parce qu'eux peuvent nous dire ce qu'on va écrire, mais parce qu'on leur doit des comptes, on leur rend des comptes sur comment on fait notre travail, comment on utilise l'argent, comment on se développe, quels sont nos projets, etc., etc. Donc on est sur une position foncièrement indépendante, qui est évidemment pas reproductible à l'infini et par tous les autres modèles. On n'a absolument aucune publicité, qui est un autre modèle assez fréquent de financement des médias, et on ne touche aucune subvention publique, même si, comme si on se le rappelait juste avant le début de cette table ronde, on s'est battu pour que les aides publiques à la presse soient aussi versées aux services de presse en ligne, puisque c'était pendant très longtemps réservé uniquement à la presse écrite. Et donc, il y a eu toute une bataille à laquelle Mediapart a participé via son syndicat professionnel pour que les aides publiques soient aussi accessibles aux services de presse en ligne. Vous refusez d'être financé vous-même, mais l'idée que d'autres soient financés par l'État ne vous est pas insupportable, en somme. Pourquoi est-ce que vous-même vous refusez un financement public, de quelque manière que ce soit? Alors, je dirais qu'on a le luxe de ne pas en avoir besoin, déjà. C'est beaucoup plus facile, là où on est, de dire que les aides publiques, c'est forcément nocif pour l'indépendance du travail des journalistes. Donc, on n'en a pas besoin, c'est le plus simple. On a des partenaires qui en touchent et on sait qu'ils ont besoin de ça pour atteindre un certain niveau d'équilibre, leur permettant de continuer leur travail d'investigation. Donc, évidemment, on n'y est pas opposé et on travaille avec des gens qui ont des modèles d'abonnement, des modèles économiques moins purs que le nôtre. Néanmoins, on a la ferme conviction qu'en touchant des aides publiques, on est moins libre dans son travail de journalisme. Clairement, vous rappelez un certain nombre d'affaires. Je pense que lorsqu'on a sorti l'affaire qui a eu date, si on avait touché des centaines de millions d'euros de l'État, qui aurait permis de payer les salaires des journalistes, ça aurait été sûrement plus compliqué de faire sortir cette affaire, alors que là, on n'a aucun fil à la patte, aucune pression possible, ni des milieux économiques, ni des milieux publics, des pouvoirs publics, et ça nous permet de révéler absolument tout ce qui nous semble d'intérêt public. Samuel Benda, quand vous entendez Cécile Sceaux nous présenter et son business model et surtout le risque de pression politique, il n'y a pas que les entreprises privées qui font des pressions, tout le monde fait des pressions. Ça ne vous convainc pas de renoncer à cette idée d'un financement public des médias? Ça me convainc que ça amène des risques et que ça pose des problèmes et que, idéalement, dans un monde idéal, si je pouvais dessiner comment je veux que les médias soient financés comme ça dans l'utopie, au fait, je dirais absolument, c'est vrai. Tout le monde qui doit payer ces médias, en fait, ce qu'il faudrait également, c'est que personne ne doive les payer, mais que les gens qui travaillent soient payés et puis que l'argent vienne de nulle part, en fait. C'est ça qui serait idéal. Puis on sait très bien que ce n'est pas possible et finalement, ça vient de quelqu'un. Je dis juste que même les lecteurs, quelque part, sont un moyen de pression. Je pense que ce que vous dites, c'est simplement que c'est le moins fort qui existe parce que mais un lectorat, c'est aussi un moyen de pression. Si on a peur que les lecteurs partent parce qu'on ne leur donne pas exactement ce qu'ils veulent, c'est aussi une pression. Et donc, ce que je vous ai dit, c'est que tant le système, le financement public que le financement par les lecteurs, mais encore plus ce financement par des milliardaires, pose des problèmes, pose des risques, et il faut essayer de trouver le système qui permet de faire vivre cette démocratie avec le moins de risques possible. La seule chose qui est importante quand même, c'est de ne pas oublier que les médias, généralement, c'est l'un des fondements les plus importants de la démocratie, c'est absolument fondamental. Et donc, la question, c'est pas de dire est-ce que c'est du liasse ou pur. Moi, je sais que la FTS, aujourd'hui, qui a un financement public, elle est sous une monstre pression politique aussi, malgré qu'elle a un financement public, où je serais ridicule de dire il n'y a pas de risque de cela, mais je pense vraiment de dire il faut faire le trade-off entre ce qu'on perd si on n'a pas de financement public et ce qu'on perd si on en a un. Et là, pour moi, aujourd'hui, c'est sûr. La non-existence d'un financement public ferait beaucoup plus de dégâts à la démocratie. Quelles sont les pistes sur la table, très concrètement, amenées par votre parti, qui, à votre sens, méritent qu'on en discute assez concrètement? Alors, il y a plein de pistes. Et puis, le problème, quand on a cette question, c'est toujours de dire de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de choses réalistes demain, c'est-à-dire les propositions qu'on serait prêts à faire au Parlement et on espère que ça passe. Aujourd'hui, au Conseil des États, il y a une petite victoire, mais qui va franchement rien changer au grand ordre des choses, ou comment ça devrait être si on avait un financement public. Si je répondais à la deuxième... Il y a 4 millions qui ont été votés un jour. Oui, les médias, mais c'est par rapport à la valeur de la démocratie, c'est totalement visible. Mais c'est bien, évidemment, on est très content, c'est un beau succès, mais c'est encore pas, on n'est pas en train de sauver la presse avec ça.
Si on se disait comment on devrait faire, moi j'aurais beaucoup aimé essayer de répondre à la question qui a été posée par Madame Sour, c'est comment fait-on pour avoir un financement public ou semi-public ou privé comme c'est là, mais en limitant au maximum ça. Et il y a plein de modèles qui existent qui permettent ça. Je peux vous donner un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Mais un exemple on connaît et qui existe, c'est celui des universités par exemple. Les universités, leur financement est tellement plus indirect que le financement de la RTS, par exemple, par le biais d'une redevance sur laquelle il y a toujours un débat, que la liberté des chercheurs est beaucoup plus élevée, par exemple, que la liberté des médias du point de vue de cette dépense-là. Et donc, on peut très bien imaginer des financements, en fait, où il y a moins un rapport direct immédiat entre les politiques et la presse. Je pense qu'en Suisse, on pourrait avoir cette grande force d'avoir seulement un rapport, disons, beaucoup plus indirect et plus populaire. Une manière idéale serait de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas faire simplement des modèles dans lesquels ces mécanismes de financement sont beaucoup plus calqués sur des modèles de type universitaire où les politiques en action ont extrêmement peu d'influence pour avoir cette liberté-là. Je crois aussi en la Côté ce budget, quand même, c'est pas rien. C'est le budget de l'Université de Genève, en l'occurrence. On a vu même là, sur la question, on va pas refaire le débat, sur ce qui s'est passé à l'Université de Genève, Gaza, Israël, etc. Il y a clairement des pressions politiques en disant on va réduire le financement de l'université si c'est comme ça, etc. Oui, c'est absolument juste. C'est pour ça qu'on peut avoir des éléments plus solides que juste des éléments budgétaires. Exactement. Si on doit à chaque jour, ou chaque semaine ou chaque mois changer le financement, ça crée justement un de ces risques-là. Et on peut très bien imaginer des éléments qui sont plus larges, qui profitent de notre chance en Suisse d'avoir le vote populaire. Mais donc, je pense que cette possibilité d'avoir un vote populaire peut plutôt nous protéger. L'histoire de la redevance, le problème, c'est pas le gros problème qu'on a avec la redevance RTS et qui fait qu'il y a un problème, malgré le fait que c'est un vote populaire, c'est la façon dont elle est construite qui est totalement impopulaire. En fait, c'est cette prise par tête qui casse ce système-là. Mais si c'était payé simplement par la fiscalité, moi je croirais que ce serait des bonnes manières de faire. Maintenant, je vais pas juste dire une chose qui est fondamentale. Je ne crois pas au financement public comme la seule chose qui doit exister dans la presse, parce que de toute façon, dépendance il y aura, comme ça a été dit. Et donc, je pense que nous devrions avoir une pluralité. Mais si une des PAC disparaît, s'il n'y a pas de financement public disparaît, s'il n'y a pas de presse libre, s'il n'y a pas de projet comme Mediapart disparaissent, c'est une attaque contre la liberté et la diversité de la presse. Et donc je pense que la seule possibilité, c'est d'avoir plusieurs systèmes en parallèle, mais le financement public et l'existence est fondamentale. Et je pense qu'il faut des systèmes d'aide, en fait, dans lesquels les politiciens, en fait, lâchent leur pouvoir. Le problème, c'est qu'ils ne veulent pas lâcher leur pouvoir dans toutes les propositions qui sont là, et ça rend cette dépendance trop forte et donc trop impopulaire. Maintenant, si on est plus concret, je pense qu'il faudrait commencer à s'attaquer à des projets de base, comme par exemple ceux qui sont là sur l'aide à la stress, ceux qu'on avait fait. Donc je tiens à dire, c'est pas parce que je vous présente ici quelques idées qui, à mon avis, seraient intéressantes à discuter, on a pas aussi essayé de faire tout ce qu'on peut au Parlement pour faire des petits pas qui sont aussi importants pour tous. Pierre-Adrien Hirlet, comment vous vous positionnez sur ce débat? On a entendu déjà deux interlocuteurs. Alors, on a un modèle qui a l'avantage d'être assez pur. Hein. Voilà, c'est le diamant brut. Comme ça, tout le monde rêverait d'avoir un média financé par son public et par ses lecteurs. Quoique, on a vu, je citais l'exemple de Philippe Bach, rédacteur en chef du Courrier, qui me disait que pendant le Covid, par exemple, ils avaient eu une campagne de désabonnement parce qu'il y avait eu un article ou deux qui avait dérangé. Donc, on n'est jamais à l'abri aussi de l'instrumentalisation par les politiques ou des cercles d'influence pour inciter les lecteurs à se désabonner. Peut-être que vous pourrez nous donner un ou deux exemples où vous avez transpiré. Je ne sais pas si ça s'est déjà passé. Non? Non, pas Non? Bon, tant mieux. Pierre-Adrien, comment vous positionnez sur ce débat? Et puis, d'ailleurs, vous présentez un modèle assez particulier, ce modèle de fondation. Il y a eu la fondation Aventinus, elle-même propriétaire de la fondation Hans Wilsdorf, elle-même alimentée par les bénéfices d'un horloger de la place. Comment ce système permet de fonctionner? Je pense que ce qui est intéressant en Suisse romande et problématique, c'est qu'on a une taille de marché qui ne permet pas à des médias ou des pure players de prospérer simplement par la taille du marché, par le volume de gens qu'on adresse facilement. On n'est pas empêché d'aller au-delà de nos frontières, mais on doit quand même adresser un public relativement local. Et c'est ça qui me permet de vous démarquer. Donc, on ne peut pas vraiment aller sur le même terrain que Mediapart, par exemple, en étant purement soutenu par nos lecteurs uniquement. ID News est né de cette intention aussi, mais c'est pas facile. Et je pense que les médias romans en particulier, dans une certaine mesure, je pense tessinois aussi, doivent faire
preuve de beaucoup d'énergie pour aller chercher toutes sortes de financements et diversité des financements. Chez Le Temps, on fait beaucoup d'efforts pour aller chercher des revenus auprès d'annonceurs, sous la forme aussi de différentes prestations. On développe les prestations événementielles, on diversifie nos revenus. Et aujourd'hui, on ne pourrait pas vivre uniquement de nos abonnés, principalement parce que le marché est trop petit. C'est quelle part les abonnés chez vous en termes de financement? En termes de revenus, de financement, je ne donnerais pas simplement de revenus, mais aujourd'hui, on est principalement et majoritairement soutenu par nos abonnés, ce qui est une bonne chose, je pense, et on souhaite l'être de plus en plus. On a vu, depuis les années 2000, vraiment un effondrement des revenus publicitaires chez tous les médias et dans tous les pays qui nous entourent. Et donc, on a dû, un petit peu, les médias ont dû se réveiller et sur l'Internet, Mediapart a été créé en 2007-2008. C'est à peu près à ce moment-là que la RTS a aussi étoffé son offre en ligne. C'est à peu près à ce moment-là que Le Temps a vraiment musclé son offre aussi et que tous les médias se sont un peu réveillés sur ces modèles d'abonnement, je pense. Quelle place pourrait jouer l'État dans votre trésorerie à vous, si elle n'a pas déjà de place? C'est très... Et aujourd'hui, des publics. Et pas de la dubite, hein, parce que lui, si les régies publiques, l'aéroport, les services industriels, les hôpitaux, etc., c'est aussi beaucoup d'argent. alors aujourd'hui, nous, globalement, chez Le Temps, notre position est assez claire. On ne souhaite pas d'un financement de l'État. Si la question aujourd'hui, l'État doit-il financer les médias? La réponse, elle est non. Maintenant, il faut la nuancer. On n'est pas contre faire des projets. On n'est pas contre, effectivement, que l'État vienne participer comme un sponsor dans un événement. On n'est pas contre faire de l'éducation aux médias sous la forme d'une prestation. On n'est pas contre travailler sur des projets qui sont plus de l'ordre du service, de la prestation, mais il faut que ça soit cadré extrêmement clairement. Aujourd'hui, les certaines initiatives qu'on a pu voir émerger sont souvent maladroites, sont souvent difficiles à gérer aussi. Et donc, vous parliez du cinéma avant. C'est vrai que j'ai passé quelques années dans l'industrie du cinéma, qui a été assez précurseur dans la manière d'organiser la distribution des fonds publics. Aujourd'hui, si vous êtes un producteur de cinéma, vous formez un projet, et ce projet va aller chercher des fonds auprès de la télévision suisse, auprès de l'Office fédéral de la culture, et auprès, en Suisse romande, de Cinéforum, qui est une fondation qui a été créée pour regrouper les fonds publics et redistribuer les fonds selon des critères extrêmement rigoureux à des projets et pas à des entreprises. On finance un projet. Si un projet passe d'une entreprise à l'autre, et je l'ai fait il y a quelques années, j'ai transmis un projet en développement à une autre entreprise, les fonds qui étaient attachés sont passés à cette autre entreprise. Mais est-ce que la dimension de projet, on va se faire souffler la parole évidemment, mais est-ce que la dimension de projet peut vraiment exister dans un système médiatique où on est dans une forme d'heure quotidienne? Un film, bon voilà, c'est plusieurs années de travail, c'est une œuvre autour de laquelle on va construire quelque chose. Un article de presse, c'est un peu compliqué d'aller toquer à la porte et d'écouter, j'ai envie d'enquêter sur tel conseiller d'État, est-ce que vous ne pourriez pas me donner un peu d'argent pour que je termine ce travail? Il y a énormément de projets qui sont, on doit imaginer, qui ne sont pas forcément de l'éditorial. Et donc oui, ma réponse est, on ne va pas faire la liste ce soir, mais on est dans des problématiques de transition numérique, on a des questions liées à la jeune génération et à son éducation aux médias, je le répète. On a énormément de sujets sur lesquels on souhaite se développer qui ne sont pas toujours rentables. Et donc de ce point de vue-là, pourquoi pas se faire aider, se faire soutenir. Donc quelque chose qui tourne autour de l'éditorial en fait. L'éditorial pur et simple, je pense qu'à partir du moment où on met un quelconque soupçon d'ingérence, on a perdu la bataille. Et ça, je pense qu'il faut extrêmement fortement le protéger. Philippe Babedro, bonsoir. Bonsoir. Quelle est votre position sur ce débat? L'État doit-il financer les médias? Puis vous nous ferez peut-être une forme de synthèse comme ça de ces trois premières prises de parole avant de revenir dans le... Bon, allez, d'autres questions. On ne peut pas nous parler de la Suisse et la France. D'abord parce que la France est un État qui compte quelques dizaines de millions d'habitants de plus que la Suisse. La Suisse débat déjà sur faut-il aller à 10 millions ou pas. On voit déjà que les problèmes qui existent. La réflexion par rapport à l'existence d'une aide
de l'État en Suisse? La réponse est évidemment oui, puisque la redevance est manifestement une aide directe et représente à peu près l'équivalent de l'aide directe de la France pour ses médias de presse, 1,2 milliard à peu près. Certains journaux comme Le Monde, Le Figaro, Libération disposent à peu près 10% de leur chiffre d'affaires sous forme d'une aide étatique. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'on ne peut pas comparer Mediapart, qui est à mon avis un bien de niche, et malheureusement, je trouve que Le Temps, Le Courrier sont aussi des biens de niche, voire des biens de club, par opposition à des biens d'information généralistes qui ont une autre vocation. Ce n'est pas du tout la chose pour un magazine, le positionnement éditorial, ou pour un journal élitaire, comme par exemple la NZZ, qui est dans les chiffres noirs grâce au passage d'un homme qui venait du monde de la pharma, de la biotech, qui était M. Journeau. D'ailleurs, s'est exprimé à Genève il n'y a pas longtemps pour dire à quel point il admirait le modèle économique, la réussite économique de Mediapart, en disant idéologiquement, il est tout à fait à l'opposé. Et c'est exactement ce que Mediapart fait, que nous avons fait avec la NZZ. C'est-à-dire, en gros, supprimer l'imprimerie, 100 millions de francs de recettes, se lancer sur un marché géranique avec une expérimentation sur le marché autrichien qui a raté, tenir compte de ces échecs, de cette expérience, pour se lancer à la conquête du marché allemand. Et aujourd'hui, sur les 180 000 abonnés de la NZZ, il y en a 60 000 qui sont allemands. Donc la NZZ est devenue un journal, non pas suisse, mais un journal germanophone de qualité, reposé à l'international déjà plus quel lieu. Mais pour revenir à votre propos, non seulement l'aide directe existe, elle est même ponctionnée légèrement, comme vous le savez, par les radios et télévisions locales, à hauteur de, je crois, de 8%. Et là, réflexion politique qui peut être intéressante sur cette manne financière, dans le cadre du débat fédéral, est-ce que les journaux locaux et régionaux, puisque la Suisse est un État fédéraliste avec 26 cantons et 28 cantons, est-ce que les journaux locaux et régionaux ne pourraient pas bénéficier aussi d'une partie de cette redevance? C'est une réflexion politique à l'échelon fédéral. Malheureusement, pour l'instant, la problématique est plutôt à l'échelon des cantons qui s'éveillent davantage que la Confédération sur ce débat-là, tout simplement parce qu'on est un État libéral, voire même ultra-libéral, qui considère que les formes d'aide directe sont des aides pour les fainéants, et qu'en réalité, l'aide à la distribution, c'est une aide au journal papier qui est considérée donc totalement dépassée. Il y a aujourd'hui un exemple extraordinaire qu'il faudrait étudier, qui est le journal La Presse de Québec, qui a réussi sa transition du papier vers le tout numérique, le 100% numérique. Ils sont dans les chiffres noirs et ils gagnent de l'argent, mais selon, au fond, un modèle de mur payant, exactement ce qu'a fait Mediapart, ce qu'a fait exactement également la NZZ, mais ce sont toujours des biens tellement caractéristiques d'une expérience unique, rare, qui ne peut pas se reporter sur les journaux locaux régionaux, sont très fragilisés dans la transition numérique que l'on connaît aujourd'hui. Et le canton de Vaud, qui est pionnier, Genève est peut-être pas à la ramasse par rapport au Vaudois sur ce que j'appellerais l'initiative de soutenir leurs journaux locaux. Il y a une volonté véritablement que des petits journaux locaux qui tirent à 4 000, 5 000 exemplaires papier puissent continuer d'exister le jour où il n'y aura plus d'impression. Et vous savez, il y a 2 imprimeries qui ferment bientôt dans les années à venir, c'est celle de Rungis, c'est une des 2 de Tamedia, du Dates Group plus exactement. Il en reste une qui est intéressante à suivre, c'est ESH Media, qui est un groupe roman qui édite notamment Arc Info, Le Nouvelliste, La Côte. La propriété des médias est au cœur de la problématique, puisqu'on sait que TX Group, qui a fait sa récupération, est une société anonyme, qui reverse des dividendes. Et combien? Ragier, qui est plutôt un groupe familial, non coté en bourse, a une autre attitude, une autre politique. Sauf qu'eux, ils ont lancé ce que j'appellerais la gratuité, qui est quand même, pour les journaux payants, une grosse épine dans le pied. Et l'autre réflexion, à côté de la propriété des médias, il y a au fond les biens médiatiques qui sont journalistiquement parlant, de vocation de qualité ou en tout cas d'intérêt public. C'est le bien commun, pour reprendre des expressions qui sont utilisées aujourd'hui. Or, très sincèrement, j'avais écrit un éditorial à ce sujet dans le temps il y a quelques années, je crois qu'il faut plus sauver aujourd'hui le journalisme que de sauver des produits médiatiques. C'est-à-dire que les marques médias aujourd'hui iront nécessairement en Suisse, qui compte encore 137 quotidiens sur les applications à l'OFCOP de ville 23, 137 quotidiens pour 9 millions d'habitants. Imaginez que la région wallonnaise ait un titre pour à peu près les 5 millions d'habitants, à peu près l'équivalent de la Suisse romande. On voit que, en fait, ce qui va se passer, on va vers plus de concentration, et c'est la seule manière de résister à la concentration des médias, c'est de réfléchir à la propriété, SNA, philanthropie, et cantonale, soutien à la transition numérique, mais en dehors de ça, point de ça, que des titres pour SFAT. Samuel Bentaran, c'est un peu l'apocalypse que nous dessine Philippe Amedro. Malheureusement, il n'a pas besoin de la dessiner, elle est en train de se faire. La seule chose que j'ai comme espoir, c'est que se battre contre ce problème-là.
C'est juste que c'est un combat difficile parce qu'on voit que dans beaucoup de pays, les difficultés qu'ont les médias, et surtout qu'ont les médias libres et indépendants, indépendamment de leurs sources de financement, parce qu'il faut quand même admettre qu'il y a des médias publics et non publics qui sont libres et indépendants, en tout cas qui réussissent bien. En fait, la chute de ces médias s'associe aussi à la montée de forces politiques de droite, disons, ultra radicalisées, qui bénéficient au fait d'une faiblesse des médias et des médias libres. Et donc, malheureusement, on voit bien à quel point il y a un lien absolu entre les médias et puis la démocratie. Et ça, c'est vraiment absolument fondamental. C'est pour ça que je suis d'accord que peut-être, du point de vue économique, c'est évident qu'il y a trop de... Si on réfléchit économiquement, c'est évident qu'il y a trop de médias. Mais du point de vue démocratique, alors oui, on est petit, donc on va payer plus cher. Ça, c'est vrai, parce qu'en plus, on a 3 régions linguistiques, 4 avec... Donc, bien sûr qu'on doit payer plus cher pour ça. Mais la question, c'est pas seulement le prix d'avoir des produits. Le média, c'est pas juste un produit. C'est la démocratie, surtout en Suisse avec une démocratie directe. Et c'est pour ça que doit exister, en fait, la population doit payer aussi en tant que population pour récompenser, en fait, le fait que ces médias lui permettent de vivre dans une société démocratique qui a de la valeur. Quand je vois ce qui s'est passé en Corée il n'y a pas si longtemps que ça, pays aussi perçu que je percevais comme démocratique, je me dis, mais on n'est jamais si loin qu'on croit. Oui, de ce vie. Hein? Corée du Sud, on est Sud, oui. Oui, tout à fait. C'est qu'il y a presque un tout d'État. Mais on n'est jamais si loin, au fait, de ce risque-là. Et ce qui nous protège le plus aujourd'hui de ça, c'est d'abord les médias et évidemment aussi, je pense, les scientifiques, le fait qu'il y a un lien, en fait, entre la vérité et puis la population. Mais les médias sont vraiment la première ligne par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'on paye, à mon avis, publiquement. Et en fait, c'est la question de savoir quand, c'est pour ça qu'on doit payer. Et c'est pour ça qu'il doit y avoir une université. Alors, je ne sais pas si 137, c'est le bon chiffre. Mais ce qui est sûr, c'est que si on se retrouve avec la RTS et 3 titres, on est dans une situation extrêmement dure parce que la concentration, elle amène aussi plus de dépendance. Et la diversité des modèles, c'est la garantie de ne pas avoir le problème que quelqu'un qui a décrit Mediapart tout à l'heure. C'est le fait que si on n'avait que 2 ou 3 médias en Suisse romande, et que la dépendance, la peur, au fait, des gens qui travaillent dans ce domaine-là serait encore beaucoup plus grande et le risque de dépendance qui est encore beaucoup plus grand. Donc on doit payer, au fait, pour une diversité qui économiquement ne fait pas sens, en tout cas pas complètement, mais qui, pour le pays, au fait, rapporte même économiquement davantage que si on sombrait dans les ténèbres, au fait, Concrétiser, journaliste. Concrètement comment? Concrètement quoi? Concrètement à qui? Combien? Enfin, c'est aussi ces questions qu'on se pose. Comment on met en musique tout ça, ce que vous nous dites, Samuel Delda? Bon, moi, peut-être chacun peut réagir aussi. Non, mais enfin, j'ai ça. moi, je- C'est Silso. Je voulais juste abonder sur ce qui vient d'être dit parce que on voit bien que dans tous les régimes illibéraux qui sont en train de se mettre en place en Europe et ailleurs, c'est les pouvoirs s'attaquent directement à la presse, aux médias en général. Nous, on a vu en France, alors comme vous le savez, on a échappé au mois de juin, juillet dernier, à l'arrivée du RN au pouvoir. Combien de temps ça reste à déterminer. Et dans les propositions d'amendement qui ont été déposées par les parlementaires du Rassemblement national, il y a notamment, alors ça a été refusé, puis de toute façon, voilà, et dans mes publications aujourd'hui de ce projet de finance, mais il y avait des projets d'amendement pour mettre fin à une aide indirecte de la presse en France, qui est le taux de TVA réduit. Actuellement, en France, la presse numérique et papier a un taux de TVA réduit à 2,1%, qui permet à cette activité, du fait de sa nature de quatrième pouvoir démocratique, etc., de fonctionner. Et parmi les idées du Rassemblement national, dès qu'il sera voix, il y a le passage de la TVA à 20%. Alors là, il y a quasi tous les médias qui ne peuvent pas survivre à ça, clairement. Deuxièmement, sur les aides publiques, et c'est ça aussi, c'est la dépendance. Alors, il y a à la fois les pressions que ça peut exercer sur le travail journalistique, et puis il y a la dépendance structurelle. Parliez du Monde, Figaro, Libération, etc., qui ont des taux de financement importants par les aides publiques. Si demain, pareil, le Rassemblement national arrive au devoir, il va arrêter les aides publiques à la presse. Et ça veut dire qu'il va falloir licencier des journalistes et que, de fait, le rôle de contre-pouvoir va être petit à petit réduit. Donc, ce que vous nous dites, c'est en fait, aujourd'hui, le danger, c'est pas que l'État ne mette pas plus d'argent, mais c'est que l'État est en train de se désengager des médias. Parce qu'actuellement, l'État, en tout cas en Suisse, il y a un débat autour de la redevance. Ce n'est pas la question ce soir. Mais on a l'impression que le risque est plutôt d'un désengagement de l'État plutôt que de mettre davantage d'argent.
Alors en France, le risque est celui-là, effectivement. Le Rassemblement national veut aussi fusionner l'audiovisuel public, veut aussi revenir sur le modèle de financement, etc. etc. Donc c'est des attaques en direction des médias qui sont au-devant d'eux, oui. Peut-être réagir aussi quand j'étais invité à cette discussion. L'État doit-il financer les médias? Je me suis vite posé la question. On parle d'argent et on parle d'argent public. Et il y a 3 étages, je dirais, que définir sur les financements des médias. Le premier étage, c'est la redevance. C'est de l'argent public qui ne transite pas par le budget de l'État. Il y a ensuite l'État lui-même avec son budget qui peut dépenser de l'argent en fonction de ses besoins, de ses décisions. Et quel troisième étage? C'est les initiatives privées type fondation et autres. Aujourd'hui, on a un problème sur les 2 premiers étages. L'étage de la redevance, il est sous pression. En 2018, initiative Immobiliac, on a eu un refus populaire de l'aide, du paquet d'aide aux médias en 2022. Et puis, on est face à une initiative en 2026 sur 200 francs, ça suffit, on réduit la redevance de nouveau. Donc, est-ce qu'on peut rajouter la presse dans le paquet de la redevance? Aujourd'hui, le message est assez clair. Les politiques font des initiatives pour réduire cette dépendance des médias, en tout cas réduire les budgets. Un peu plié, c'est un peu plié, donc on ne va pas rajouter la presse à cet étage-là. L'étage numéro 1 est un petit peu déjà, la SSR se bat corps et âme pour essayer d'exister. L'étage numéro 2, il pose problème, parce que dès qu'on touche à cet étage-là, on hurle ingérence, on dit attention, comment est-ce qu'on fait? On prend des pincettes, des baguettes, le projet, on va faire ça comme ça pour être sûr de ne pas faire comme ça, etc. Donc c'est très 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 délicat, il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais c'est très délicat. Et donc, ce qu'il faut s'intéresser, il faut s'intéresser à ce 3e étage. Alors, on en est un exemple. Je ne dis pas qu'on fait ça aujourd'hui, la Fondation Aventinus a fait tout juste, a toutes les clés en main, mais on a appris quand même il y a quelques jours l'initiative Médias et Philanthropie, dans le cadre de l'Université de Genève, en collaboration avec HEC Montréal, sauf erreur, qui émerge justement parce qu'il y a un besoin d'étudier ces mécanismes du 3e étage. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est sur cela qu'on doit consacrer nos efforts. Juste une remarque avant de vous donner la parole, Philippe. On peut faire le reproche à la Fondation Aventinus d'être une sorte de faux mécène. C'est qu'on voit arriver comme ça les milliards de Rolex, puis qu'en fait, en définitive, c'est une SA comme une autre, c'est qu'on met des objectifs financiers, c'est que la rédaction est sensible, c'est que, voilà, c'est qu'à la fin, il faut quand même dans les chiffres noirs. On n'est pas dans une forme de philanthropie dans votre modèle économique. Dans mon expérience depuis que je suis au temps, on n'est pas dans un modèle de philanthropie pure et dure, de mécénat plutôt, je dirais. On a aujourd'hui un actionnaire qui a une vocation philanthropique, qui a un actionnaire à long terme, nous demande d'avoir des tendances qui vont dans la bonne direction. Mais je pense que ça, c'est sain. C'est-à-dire qu'on doit, et ça je pense pour un média c'est absolument sain, c'est de tendre vers une autonomie, plus d'autonomie. Je pense que Mediapart en tire les bénéfices dans son indépendance, c'est qu'ils sont autonomes. On ne souhaite pas non plus être sous respirateur artificiel éternellement. Néanmoins, on a la chance d'avoir un actionnaire qui peut nous soutenir, et je vous rappelle qu'une part prépondérante des revenus des médias, c'est la publicité, secteur extrêmement volatile. Une année ça va, une année ça va pas, un mois ça va, un mois ça va pas. Il y a des banques qui fusionnent, et puisque il y avait 2 annonceurs sans vieux Bluquin. Ou des banques ou des horlogers comme Swatch qui n'aiment pas un article de la SZZ et retirent leur budget annuel de la NZZ. Voilà, c'est des choses qui se passent. Et là, d'avoir un actionnaire qui n'est ni un génie état média, oui, ça nous rassure parce que on peut faire notre travail peut-être un peu plus sereinement et ça ne nous soustrait pas à l'obligation quand même d'exister et de tendre vers plus d'autonomie. Philippe. Oui, je voulais dire qu'on ne doit pas oublier un élément qui est très important dans l'écosystème numérique auquel est confrontée la presse quotidienne. C'est le pillage des contenus par les GAFAM, par les réseaux. Et il y a un débat politique sur les droits voisins qui est important, qui malheureusement la Suisse... On marque par la presse romande. Alors la presse romande. Disons que la Suisse n'est pas... Les articles de la Tribune, 1 heure après, on les lit sur 20 minutes ou sur Blick. Je vois un choix vos caisses réformes. Je ne sais pas si le public est au courant, on va toujours évoquer ce genre de propos à la frousse. Simplement, les droits voisins, laissons à l'Union européenne, par laquelle nous ne sommes pas
le fait que sur le plan, je l'appellerais la bataille pour les éditeurs, a été remarquablement menée à Bruxelles parce que finalement, on parle de milliards. On parle de milliards qui sont pillés par quelques grands acteurs internationaux qui se servent. Et Google, qui est le principal pilleur, plus que peut-être les réseaux sociaux, a toujours eu cette capacité de signer des accords, parfois bilatéraux, un peu à la manière de la Suisse, si j'ose dire, avec un ou des journaux, en disant je vous donne gracieusement comme ça 70 millions d'euros et ça va vous permettre de me laisser tranquille. Ce genre d'accords sont malsains parce qu'en réalité, ça devrait être légiféré sur le plan supranational pour déterminer au fond ce qui doit être dû aux éditeurs qui sont au fond les propriétaires des contenus que leurs journalistes rédigent dans le cadre d'une entreprise. Ça, c'est quand même un problème majeur parce qu'il y a au fond un pillage des contenus qui malheureusement ne s'améliore pas avec ce que j'appellerais les incompétences de nos éditeurs par rapport aux algorithmes et aux compétences numériques qu'ils devraient dessiner. Au fond, cette transition numérique à laquelle on assiste, c'est aussi au changement de métier. On a de nouveaux métiers qui émergent dans le secteur du journalisme, qui sont des métiers, au fond, où il y a des compétences informatiques, technologiques qui sont nouvelles, mais qu'il faut financer. Or, ces postes-là seront des postes chers qu'il faut financer. Là aussi, on peut se poser la question de l'accompagnement, de la formation avec un soutien. On sait que, par exemple, l'État soutient la formation des journalistes. Ça paraît assez intéressant, que l'État suisse soutient Keystone ATS, qui est notre seule et unique agence de presse, et je pense que c'est aussi important de le souligner. Cette forme est importante pour les petits journaux qui n'ont pas le moyen d'avoir un placement dans l'étranger, puis qui reprennent les dépêches de Keystone ATS. Et puis la dernière chose que je voulais souligner, malheureusement, c'est que toute offre doit rencontrer une demande. Aujourd'hui, j'ai signé le chronique dans la Tribune de Genève. Merci de lire encore ce journal. On sait que, grâce à l'Orchid James, on sait qu'il y a plus que 1% de jeunes entre 12 et 19 ans qui lisent un journal papier quotidiennement, 2% pour ce qui concerne la presse graphite, où les chiffres sont avec, je m'en rappelle plus maintenant par cœur. Mais en réalité, ce désamour des jeunes pour la presse quotidienne est un drame à venir. On s'est habitué pour les jeunes de consommer de l'information qui est parfois de la communication via les réseaux sociaux. On va en février la semaine des médias en Suisse, dans tous les cantons. On est en train d'y réfléchir à travers des groupes de travail, etc. Et là, on doit être accompagné aussi par l'institution publique qui n'a pas l'argent pour ça et qui trouve que c'est un luxe que d'avoir une semaine des médias. Donc, il faut vraiment se poser des questions de cet accompagnement, de tout ce qui peut amener la demande à rencontrer une offre. Vaste chantier, en tout cas. Absolument. Salut. Oui, moi, je voulais quand même aussi répondre à cet aspect, mais une question qu'on doit toujours se poser aussi, c'est celui qui achète un média, il achète quoi, en fait? Est-ce qu'il achète de l'argent? Il se dit, c'est juste une entreprise comme une autre dans laquelle que je veux rentabiliser. Et on sait la difficulté de ces stratégies-là, on peut en parler, par exemple, pour le temps, on peut imaginer des perspectives long terme, mais admettons, ça peut être encore quelque chose de dire, oh, j'aimerais acheter un investissement rentable. Est-ce qu'il achète du prestige, comme on peut imaginer quelqu'un qui achète ça un peu parce qu'il a tellement d'argent qu'il peut le faire et être un mécène, en fait, en gros? Est-ce qu'il achète de l'information ou une prestation? Ça, c'est vraiment le modèle Mediapart. En fait, celui qui achète, il achète, il achète simplement la prestation, il achète le produit. Et on a plutôt peu de gens comme ça. Est-ce qu'il achète du pouvoir? Moi, c'est ça que je veux combattre, en fait, avec l'opinion publique. C'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens, ils achètent un média, mais en fait, ils achètent du pouvoir. Musk, qui rachète Twitter, et qui est un désastre économique, mais en fait, c'est pas vraiment un désastre économique, parce que finalement, ça, et puis d'autres choses qui sont passées, l'ont mis dans une position finalement plus forte économiquement, parce qu'il a perdu économiquement avec la société qu'il a rachetée, mais il a gagné tellement de pouvoir que ça a bien plus de valeur en milliards de francs. Ou est-ce qu'on achète avec ce média de la démocratie? Et celui qui veut acheter la démocratie avec les médias, eh ben en fait, qui peut acheter le bien commun? Seulement, en fait, à la base, seulement l'État va payer pour le bien commun. Et donc, la question qui était posée, mais où tout le monde a un peu aussi répondu, et je trouve hyper intéressant ce débat, c'est quel est le bon modèle? Alors, j'avoue, moi, je suis un fervent défenseur du modèle, pas de la redevance en tant que système, parce que je trouve que ce n'est pas un système juste comme il est fait, mais l'existence d'un financement public, d'un média de service public comme la RTS, moi, j'y crois à fond. Jamais, il faudrait que ce soit probablement pas géré de la même façon, parce que je pense que tout le monde doit rendre des comptes dans la vie, et je pense que
C'est pas parce qu'on a un financement public qu'on ne devra pas aussi rendre des comptes sur toute une série de choses. Donc je ne prétends pas du tout que comment c'est fait, c'est parfait. Mais la qualité du travail journalistique et la possibilité d'avoir un média de service public, j'y crois. Mais il n'y a pas que ça. Prenez un autre exemple de mesures qu'on pourrait prendre. C'est des mesures qui sont des fois mises en place dans d'autres systèmes. Et je ne suis pas toujours pour, mais pour les médias, je serais hyper pour. Qu'est-ce que vous penseriez d'un bon à la presse à Tim? On paye 500 francs de prime maladie, ben, 60 francs, et on a le droit de dépenser ça que pour acheter des abonnements en route. Et puis les gens choisissent, ils achètent qui veulent. Comme l'impôt ecclésiastique, on peut cocher dans sa déclaration. Oui, sauf dire que- pas le définancé. Sauf que t'es pas coché. On paye, disons-on, et on reçoit tous 100 francs pour consommer ou acheter des abonnements ou je dis chiffres comme ça, mais on peut acheter des biens dans le domaine de la presse. Et là, ce qui est hyper intéressant, c'est que du moment qu'une mesure comme ça elle existe, c'est fini le lien de dépendance entre le politique d'un côté et puis les médias. Parce que celui qui est choisi, c'est un peu comme dans le Populisme. mais on donne ce pouvoir-là, alors on donne toujours le pouvoir aux gens de choisir, mais on enlève une barrière à l'entrée qui est les grosses difficultés de pouvoir d'achat. Et je pense qu'on doit réfléchir à des nouveaux modèles, comme je pense que ce qui s'est passé avec Mediapart, vous l'avez dit, c'est un petit miracle que j'espère va exister. Et je me pose la question, quelle sera la Mediapart de demain? Est-ce qu'il peut exister en Suisse? Ce sera probablement pas la même chose que Mediapart, ce sera autre chose, peut-être d'autres modèles numériques, peut-être d'autres idées, mais je pense aussi que... Comme on a ID News. ID News est un peu dans cette... Oui, mais ID News a plutôt des difficultés, parce que peut-être que je me trompe, mais c'était en tout cas pas un des faits facile, des balles facile en Suisse. Serge Michel, je ne dis, va rien d'envier Edwin Pléden en matière de capacité d'enquêter. Il a juste à anguiller de la taille du marché. On est bête, mais ça change quand même beaucoup. Mais pourquoi pas? Simplement, je pense que par exemple, si on a un financement public général qui n'est pas la confédération décide quel média elle finance, mais la confédération doit investir ton argent, qu'après le mécanisme de répartition, soit c'est bon, soit, je disais les modèles des universités comme des associations, mais un modèle où au fait que le politique ne choisit pas où ça va, mais c'est mieux décentralisé. Je pense qu'on a une nouvelle manière de dire on restaure la démocratie et on fait barrage aux gens qui achètent les médias pour le pouvoir. Parce que ça, moi, ça, je compte, c'est pas le moment de général. Qui souhaite réagir à cette proposition? Cécile Saut peut-être, ou vous, Pierre-Adrien? Ouais, un très bref mot là-dessus et un peu sur le maison de l'État. Parce que j'invite tous les médias à aller regarder combien d'abonnements ont été souscrits par les autorités publiques. Oui, ça c'est une bonne question. Alors moi, j'invite les médias d'abord à être des clients, avant d'aller sur les plateaux de télévision, proposer de créer des fondations et autres. Je pense qu'il y a un véritable gouffre ici, où c'est un éléphant dans la chambre, c'est est-ce que l'État joue son rôle d'acheteur d'informations pour d'abord soutenir les médias, et puis c'est un pourvoyeur d'emplois, c'est des dizaines de milliers de collaborateurs et de collaboratrices. Est-ce que l'accès à l'information au sein de leurs propres institutions est diffusé, payé, organisé? Dis-moi, on a un service commercial qui se réjouit de recevoir. C'est pas le cas. Et c'est pas le cas. Non, mais c'est une vraie question, ouais, parce qu'on a combien d'abonnements autant été souscrits par l'État, je l'ai. Ouais. Je n'ai pas donné de chiffres. De toute façon, je ne sais pas ouvrir ce débat-là. Mais pas vous. Mais pas assez. Oui, les vaut. Tout le monde se passe le code, en fait. Non? Pas assez. Et je m'en cache pas, j'ai été voir Madame Fontanet, j'étais voir Nouvelle Division, on en discute, on essaie de trouver des solutions, mais il faut reconnaître que l'État doit, avant d'aller créer des fondations, faire des mécanismes d'aide aux médias, jouer son rôle de client. Ouais, c'est bon, l'État a quand même opté pour deux solutions, dont l'une d'entre elles est utilisée aussi par Tonton Genève, par la ville de Genève, ce sont les mandats de prestation. Et donc, les mandats de prestation, c'est finalement quelque chose qui est, sur le plan contractuel, est très équilibré. Le fait de vouloir obtenir des abonnements de la part de l'État, personnellement, comme académicien, je trouve que c'est très douteux du point de vue éthique. Je pense que c'est quelque chose qui doit un peu forcer la main. Parce que, alors, pourquoi ne pas le faire? Ou le pourriez, pourquoi ne pas le faire? Tout le monde, oui. Mais ça, c'est... Les fédérales, mais pas de haut, qu'on voudrait abonner 35 000 fonctionnaires à 15 journaux, on voit très bien que ça paraît quelque part un peu utopie. En revanche, les mandats de prestation, c'est quelque chose d'intelligent, d'équilibré, mais pour l'instant dans la transition
puisque la publicité est encore un financement nécessaire pour les petits journaux locaux régionaux. Le canton de Vaud a dépensé tel que 6 millions de francs lors de la période Covid, et certains éditeurs, rédacteurs en chef que j'ai rencontrés dans une enquête généralisée disent que sans cette manne financière, ils auraient crevé. Appelons un chat un chat. Et ce qui se passe maintenant, qui se passera probablement en Conseil vaudois, c'est la reconduction hors période de crise Covid de cette manne-là, qui est une manne redistribuée de manière, je dirais, selon une clé de répartition équitable. Et ça me paraît aussi plutôt sain, à condition que ça soit transitoire et qu'on aille vers ce que j'appellerais l'acceptation que la publicité doit disparaître des journaux et que le financement passe par les abonnés, par le lectorat seul, et éventuellement peut-être par des fonds de type philanthropique. Mais encore là aussi, on voit très bien, je suis désolé, mais le mécénat, Le Monde, je connais un peu des journalistes de la Société des lecteurs qui ont dit une époque où c'était pas facile d'avoir un mécène sous le dos, on s'est dit à s'occuper de la revue de culture parce qu'ils pensaient à été maltraité. Lorsque le mécène est interventionniste, c'est encore pire qu'un éditeur qui a une logique strictement marchand. Parce que c'est quelque part, le débat devient vicieux à l'intérieur même de la rédaction. Je veux juste demander ce que c'est un mandat de prestation. Oui, je l'ai justement rebondi en ce. Regardez L'Aimant Bleu, par exemple, diffuse quasiment en direct le Grand Conseil, le municipal de la ville de Genève. Et Malneuf aussi fait ça. Voilà, c'est exactement, c'est une prestation qui est rémunérée dans le compte prestation. Et le mandat de prestation, c'est quelque chose de parfaitement transparent, qui c'est l'objet d'un contrat et qui peut émane d'une loi, exactement. Compliqué. Donc c'est quelque chose, si vous voulez, qui permet d'assurer ce que j'appellerais un service public d'intérêt général. On peut regarder nos députés débattre, c'est pas toujours d'ailleurs très flatteur. Tous les municipaux avec bon, ça c'est Soden, hein, c'est à chaque fois ses opinions. Mais C'est un mot joué pour un téléspectateur aguerrir ces séances politiques. Débattre des belles soirées chic de L'Aimant Bleu télévision. absolument, je ne vous rate pas. Mais en réalité, d'une certaine manière, le mandat de prestation est équitable. Alors que vous abonner des fonctionnaires, personnellement, c'est juste quelque chose qui me fait gratter la tête. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Mais je ferai les questions après. On va passer à la vidéo. Alors, on passe tout de suite aux questions si vous avez envie donc, non, mais juste sur les contrats de prestation, et puis on fera encore réagir un peu, puis après on passe aux questions. Mais les contrats de prestation, ça a quand même le risque d'être... Alors, pour le coup, le conseil municipal, je pense qu'il n'y a rien de plus institutionnel que ça. Oh, bon, c'est assumé, c'est brut, mais le risque de ces contrats de prestation, c'est de diffuser une forme de communication plutôt qu'une vraie information, une communication autour des politiques publiques, avec la dérive un peu propagandiste à l'approche des élections où, comme par hasard, il y a de plus en plus de contrats de prestation sur les politiques publiques où on fait le bilan, etc. Et tiens, vous étiez dans un jury, vous avez récemment attribué de l'argent de la ville de Genève, je crois, 60 000 francs à des projets hein, qui sont très bien, et franchement, tous les mandataires sont très bien, mais atelier radio intergénérationnel Radio Vester, plateforme d'échange et de discussion sur l'économie circulaire proposée par Large Network, les tables rondes du Courrier, et puis des soirées d'écoute proposées par l'association Reportage. Alors c'est très gentil, mais c'est très institutionnel. Alors que la ville a le droit d'instaurer ce que j'appellerais une bourse aux médias, ensuite d'instaurer un jury composé de plusieurs personnes qui doivent agir selon ce que j'appellerais une règle de fonctionnement éthique, avec aucun intérêt personnel là-dedans, c'est évident. Mais en revanche, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que les critères qualitatifs ont montré que certains grands médias étaient en panne de créativité, et que justement les petits médias, ce que j'appellerais les radios, télévisions locales, peuvent faire preuve plus de créativité. D'ailleurs, c'est là où le bas blesse. C'est qu'il y a eu, au fond, une forme de fainéantise qui s'est installée dans le modèle éditorial de la presse quotidienne. On est là, on existe. Pourquoi on nous aime plus, pourquoi on n'oublie plus, etc. Au fond, une réalité qui est, il faut aller chercher ce lecteur, il faut le mériter, ce lecteur. Or, les petites entités qui sont nées des radios pirates, des radios libres, tout ce que vous voulez, qui ont émergé pour être finalement concessionnées aujourd'hui sur le plan institutionnel, font toujours preuve d'une grande créativité. Et finalement, c'est au fond ça la gloire du journalisme, c'est de rester indépendant et créatif. Qui souhaite réagir? Qui revient juste un point, un souvenir de play, ça va sur les autorités de l'amendement. Si on pose un petit peu, on se rend compte que les fonctionnaires, eux,
accès à nos contenus à travers des agrégateurs de contenu comme Factiva, comme Argus, comme LexisNexis, etc., qui nous reversent des cacahuètes à la fin. Et donc, l'État doit peut-être prendre ses leçons. Elle est lui deux. Voilà, effectivement. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire, de revoir nos contrats. Mais on a là un rôle des autorités à jouer, si on veut, à donner l'accès, même par thématique. On vous fera des contenus de presse s'il le faut. Voilà, on peut revoir notre contrat avec eux. Juste un très petit sur ce qui a été dit sur la créativité. Alors, moi, je suis hyper pour la créativité. Mais le gros problème aujourd'hui, c'est que la créativité, elle marche pas top-down, ou pas très bien top-down. En fait, c'est un truc qui marche très très bien en bottom-up. Ça veut dire que ceux qui vont pouvoir être créatifs, c'est aussi ceux qui sont sur le terrain, qui ont le temps, qui ont l'énergie. Et aujourd'hui, la crispation des moyens autour du secteur médiatique, à mon avis, c'est beaucoup de dégâts à sa capacité à être vraiment créatif. Ce qui peut se passer, c'est la RTS qui fait un gros projet de numérisation. Ça, c'est possible, mais ce n'est pas ça que vous voulez dire. Ce que vous voulez dire, c'est est-ce qu'on arrive à trouver des nouvelles manières de faire. Et pour ça, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Pour y arriver, il y a besoin que des gens qui travaillent sur le terrain, ils aient des libertés. Et j'ai l'impression que ces contraintes financières, elles font des dégâts de liberté des gens qui travaillent sur le terrain, et donc elles font des dégâts de la capacité à la presse d'être innovante et claire. C'est juste sortir ce point-là par rapport à ça. Est-ce qu'on passe aux questions grâce à ça? Parce que je vois qu'il y a 2-3 mains qui se... Je sais pas. Il y a un micro qui circule, Cédrine, ou on y va comme ça, saute au bot? Je crois que c'est ça. Ok. Alors je cède mon micro. Oui, bonsoir. Je vais vous demander une réaction sur un projet face sur une idée qui circule, que je ne partage pas forcément, mais enfin, voilà, elle n'a pas encore été évoquée ce soir. C'est de remplacer la redevance radio-télévision par un prélèvement sur la TVA ou rajout de quelques dizaines de points de pourcentage de télé-théâtre et puis lancer la radio-télévision. Alors, c'est une idée qui va avoir beaucoup d'écho, mais enfin, elle existe. Est-ce qu'elle est déjà arrivée à Berne? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle est arrivée à Paris? Ça, ce sera intéressant de savoir aussi. Et de voir aussi les avantages et les limites. Merci pour cette question. Qui souhaite de réagir? Je vais dire un truc, mais ça sera aussi intéressant d'écouter ce que comment c'est en France. Donc c'est l'idée qui a, en tout cas moi je l'ai entendu par plusieurs personnes, et c'est très compliqué de répondre à cette question en même temps qu'on va avoir un débat sur la redevance, parce qu'il ne faut pas polluer deux débats qui sont, c'est vraiment hyper important. Il y a deux questions. Il y a est-ce qu'il doit exister une redevance ou pas? Et puis il y a comment en fait serait un meilleur système de financement. Et c'est un peu la même histoire pour les primes maladie. Est-ce qu'il faut avoir une assurance maladie? Et est-ce que il faut que ce soit financé à l'une par tête. Et la question qui est posée, d'abord, c'est quand même une question de dire est-ce que le mécanisme de financement doit être plus solidaire que cette redevance, par exemple. Et l'idée de la TVA, par exemple, ça que ce serait à dire, plutôt que de payer un montant fixe par personne, on va payer un montant proportionnel. Alors, c'est pour ça que j'aurais dit, moi, je pense qu'il faut défendre le média de service public aujourd'hui, parce que si la redevance disparaît, sans compensation de ça, ça va être un énorme dégât pour la démocratie. J'en suis absolument convaincu. Indépendamment du fait qu'il est aussi... Enfin, moi, je suis assez pour que cette redevance puisse profiter à bien plus de monde et à bien plus de types de médias que juste la RTS, mais sans démanteler la RTS. Maintenant, pour la question de la solidarité, je suis hyper favorable personnellement à ce qu'il y ait plus une dose de solidarité. Et je vais passer un collègue de mon parti, je crois que c'est
En inventaire, voilà. Mais ça n'empêche pas, si on prend quelques émissions de France 2, du public, complément d'enquête, cache d'investigation, d'être, disons, pas très favorable à l'État. Et je crois que jusqu'à présent, il continue d'exister, enfin, en question ces émissions-là. Et par rapport aux Mediapart, parce que vous avez du succès notamment, bon, au départ, il y avait Edwy Plenel qui était très connu, qui avait certaines réputations dans certains milieux aussi, surtout, près de Tariq Ramadan chez nous, pour voilà, ceux qui le connaissent, mais au fond, très contestable d'ailleurs. Mais bon, c'est clair que la plupart des abonnés, j'imagine, qui venaient aussi d'un certain cercle, partent taper la droite. Mais de là où vous êtes fait un nom, c'est quand même, vous sortez beaucoup de scandales, ce que faisait avant Plein Enchaîné, moi, depuis que vous êtes là. Donc il y a une certaine concurrence entre les deux. Mais si, donc ça vous pousse aussi à sortir ce genre d'affaires. Si vous le faisiez moins, ou s'il y avait moins, ben forcément vous risquez de perdre une bonne partie de votre audience, donc par suite de revenus. En fait, c'est ça, ça vous pousse quand même un peu dans le sensationnel, dont font. On connaît les malins. Est-ce en tout cas les méthodes sont pas toujours ce qui peuvent être parfois très... Que le scandale est votre fonds de commerce, c'est que pas, c'est forcément. Est-ce qu'on a comme abonné seulement des amis Tariq Ramadan? Non. Je dois te dire, c'est beaucoup BNI, d'anciens trotskistes, etc. On a vraiment... en fait, vous avez une vision du business model de Mediapart, c'est du lectorat et du projet éditorial qui n'est pas forcément celle que j'ai moi. Mais je vais l'expliquer un petit peu en deux mots. Certes, Mediapart s'est fait connaître sur l'enquête et l'investigation. Certes, c'est ça qui nous a rendus visibles et connus. Mais aujourd'hui, on a un quotidien d'information numérique qui traite l'ensemble des sujets qui nous semblent importants pour expliquer, raconter le monde, donner des clés de lecture et de compréhension aux gens pour devenir d'ellement citoyens et citoyennes dans le monde très complexe dans lequel on vit. Donc on n'est pas du tout, on a un pôle investigation, mais on a aussi un pôle société, un pôle économie, on a un pôle international, on traite un ensemble de sujets qui vont bien au-delà de l'investigation et, comme vous le dites, du scandale parfois. Car par ailleurs, on se rend compte, et c'est quelque chose qu'on ne peut plus décoder, c'est qu'il y a une certaine forme d'accoutumance aux dérives des hommes et des femmes politiques, aux dérives économiques, etc. On voit que certaines histoires qu'on aurait écrites il y a 5 ou 10 ans auraient fait justement un énorme bruit médiatique, voire un scandale peut-être. Et qu'aujourd'hui, en fait, les gens se sont habitués. C'est-à-dire qu'on parle de tel ou tel député qui a détourné ses frais de mandat. Bon, voilà. Ça paraît presque normal à tout le monde. Et aujourd'hui, nos enquêtes les plus retentissantes sont plutôt sur les violences sexuelles et sexistes, les enquêtes sur l'écologie également, les violences policières. Donc on est sur un ensemble de sujets et on fait pas que de l'enquête, on fait de l'analyse, du reportage. Et donc ça veut dire que dans le choix éditorial, il y a eu aussi une évolution, une forme de créativité, d'innovation, de dire tiens, ça c'est un filon intéressant, et on va chercher aussi le lectorat sur des thématiques très fortes, par exemple MeToo, etc. C'est vrai que Mediapart sort énormément, est très présent. Il y a voilà, il y avait un rôle dans tout ce qui est ici, qui est central. En fait, on a sorti l'affaire Beaupin avant le mouvement MeToo, donc on était même précurseur là-dessus. Et pour en revenir sur le sujet de l'innovation, moi, je suis tout à fait d'accord. En fait, nous, on n'est pas en train de se dire, tiens, nous, on sait faire des enquêtes sur la corruption ou les scandales politico-financiers, on va faire que ça va marcher toute la vie. Pas du tout. En fait, non seulement on essaye d'écrire sur ce qui nous semble d'intérêt public, et le monde change en fait. Donc il y a des choses qui évoluent. Il y a d'autres types de scandales, ou en tout cas de révélations qu'on se doit de faire par rapport à leur rendement climatique, à l'ensemble des crises qu'on vit actuellement. Et on essaye de justement, calmement, de ne pas s'endormir sur ce qu'on sait faire. On trouve que le Canard enchaîné, c'est un peu ce qu'il a eu tendance à faire à force. Il avait toute l'information, toutes les petites infos qui arrivaient, etc. C'est des journalistes qui sont de moins en moins sortis. Nous, on veut que les journalistes soient sur le terrain, mais ils avaient contact de la population, ils comprennent la vraie vie des gens et ils parlent de ça. Et on essaye de s'adapter tant en termes éditoriaux qu'en termes de format sur les nouvelles attentes et les nouveaux besoins des populations qui nous lisent, en espérant aussi, comme je le disais tout à l'heure, que les jeunes finissent par s'informer. Nous, on a quand même un lectorat assez jeune
sur des thématiques comme le réchauffement climatique, les violences sexuelles et sexistes, les violences policières. C'est des thématiques qui sont très identitaires chez une certaine partie de la population. Ça, à la mode aussi, hein, très à la mode. Ça fait partie d'un certain wokisme commun. Si. Alors, bon, on pourrait avoir un débat sur l'autisme. Pas bon, vrai débat sur le wokisme. Je vais rentrer à Paris demain matin. C'est ça, on n'en aura jamais fini. Et c'est les... Il faut défendre, si vous voulez, ce que j'appellerais le journalisme dans l'ombre. C'est pas dire tout ce qui est investigation et enquête, c'est dit dans l'ombre. On sait par exemple qu'une émission phare comme Temps présent, il existe depuis la nuit des temps. C'est la plus vieille émission de notamment. Dû à un journaliste décédé il n'y a pas si longtemps que Torre Santa. Je ne dévoile pas un secret, mais ils sont aussi soumis à une pression financière. Le temps de reportage se raccourcit. Les équipes de reportage sont moins nombreuses. On équipe aujourd'hui les gens de manière à ce qu'ils fassent du son, du texte, de l'image. Dans le temps, on avait un preneur de son, un caméraman, le journaliste, on avait l'équipe locale qui venait épauler, c'est ça, le qui trempe pour les correspondants pour des droits évidents. Mais grosso modo, ce temps long, peut-être, celui-ci mériterait d'être financé par la philanthropie. Parce qu'effectivement, les médias sont, en termes de dynamique interne d'entreprise, souvent dans le temps court. Et je trouve qu'une chose, je terminerai avec ça, c'est que la multiplication des chaînes d'information continue ont desservi le journalisme de temps long. Parce que d'une certaine manière, on est inondé de débats, souvent, hier c'était le débat à propos de la chute du Premier ministre, c'était inaudible. Vous passiez de LCI à CNews ou je ne sais plus quelle chaîne, je veux dire, à part la chaîne Sénat, qui est à toutes les calmes, il y a des... Mais je suis Sénat. Oui. Mais grosso modo, il faut favoriser ce temps long. Et j'espère, effectivement, avec ID News, un peu ça. Moi, j'avais une question. On a connu une époque en Suisse où il y avait beaucoup de titres de presse. On était même le pays avec le plus de titres de presse par habitant. Et avec pas forcément beaucoup de financement étatique, mais ça, c'était la première moitié du XXe siècle. Mais c'était un lectorat partisan qui finalement payait pour sa presse. Est-ce qu'avec ces chutes de revenus, on risque, et est-ce que c'est un risque ou pas, de retomber dans une presse où finalement on est partisan de ce type de presse, alors on va s'abonner, on va avoir une presse plus clivée, orientée, et on a déjà ce débat en ce moment de dire est-ce qu'on est les journalistes de gauche, de droite, est-ce que c'est un titre de gauche, de droite. Est-ce qu'on n'a pas ce risque-là de retomber dans un modèle de presse de lectorat partisan financé par les partisans et que clivant? C'est déjà le cas, ça s'appelle les réseaux sociaux. En réalité, il faut lire le Kibuka Feselo de Alain Clavier, historien, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle La presse romande, qui raconte toute cette presse du 19e, 20e siècle, avec la disparition vers la moitié, début du 20e siècle, moitié du 20e siècle, la presse dite d'opinion. Les journaux d'opinion, les journaux politiques ont disparu, vraiment. Mais aujourd'hui, si vous prenez un certain nombre de plateformes médiatiques ou animées par des journalistes, ce sont des plateformes plus ou moins d'opinion, mais l'essentiel de l'opinion, c'est les réseaux sociaux. Et c'est là où se trouve le complotisme, c'est là où se trouve la plupart du temps la caricature. Il faut reconnaître que là, les journalistes sont confrontés à une forme de concurrence. Moi, j'appelle ça la communication. Et est-ce que, Madame Sour, en France, vous avez ce phénomène, vous constatez ce phénomène aussi, ou de presse de plus en plus clivée par rapport à dans ce temps Alors, il y a une polarisation des débats qui est complète, clairement, mais comme dans plein d'autres pays, les États-Unis, etc., on a une concentration des médias de plus en plus forte, au moins de quelques milliardaires, dont certains milliardaires ont des projets idéologiques comme Vincent Bolloré, qui a racheté le Journal du Dimanche, Europe 1, CNews, etc. Et on est vraiment sur une presse qui devient de plus en plus une presse d'opinion. Nous, à ça, on oppose, même si j'entends qu'on est souvent considérés comme nous-mêmes faisant de l'information d'opinion ou étant situés, on oppose des faits, en fait. Et on se bat, en fait, et on soutient tous les projets pour eux qui revendiquent de revenir aux faits. Voilà, exposer les faits, les analyser, les montrer et donner à voir pour que les gens puissent se faire leurs propres opinions. Et donc, mais cette polarisation, je crois, qui est en grande partie due aux réseaux sociaux qui ont des algorithmes qui, par ailleurs, renforcent l'entre-soi
et qui donne l'impression que tout le monde pense comme nous, etc., se vit en France de manière très forte. J'ai toujours été très choqué par l'amalgame qui est fait, mais c'est vraiment tout le cas, l'amalgame incroyable qui est fait entre des journaux qui ont une optique, on va dire, c'est pas scientifique, parce que c'est pas la démarche scientifique, mais une optique de pur fait, d'enquête, de recherche. Donc cette optique-là, et ça vaut aussi pour certains reportages d'Artes, est un média de gauche. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans le discours public, le média qui fait ça, en fait, le média qui fait des faits, qui fait des enquêtes, etc., qui prend présent les grandes enquêtes, c'est forcément la même chose qu'un média de gauche. Et pour beaucoup d'esprits, C'est les procès en trumpisation. il y a rien, on retrouve le petit banc. Et conteste que c'est le cas, parce que je considère que beaucoup de ces médias, ils ont dit qu'ils sont de gauche. En fait, ils ne sont pas de gauche dans l'absolu, parce qu'ils ne sont pas en train de faire la politique d'un parti en particulier. Ils ne sont pas en train de défendre un idéal, par exemple, économique spécifique par rapport à un autre, mais ils sont juste en train de faire justement du reporting de fait, et ils détonnent par rapport à l'autre, à une autre presse qui est possédée par des milliardaires en France, qui finalement, elle, fait de la politique, malheureusement, alors je ne sais pas si on peut dire de droite, mais en tout cas, dans l'intérêt des personnes qui les possèdent. Ce qui n'est pas le cas de Mediapart. Il y a plutôt une logique de dire, bon, on va essayer de se faire que ça. Et ensuite, il faut aussi dire le cas en Suisse. Est-ce que c'est vraiment le cas en Suisse? Je ne sais pas si on peut vraiment dire ça en Suisse, parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, on a une chance que je trouve... moi, je vais quand même reconnaître, je critique beaucoup l'intention privée de certains médias en Suisse et la concentration du pouvoir, et j'ai très peur de ça. J'ai vraiment très peur de ça. Mais malgré tout, j'ai quand même l'occasion, avec mon métier, de côtoyer des journalistes au quotidien de tous les médias, et je vous promets, malgré ça, que je trouve toujours hyper rare, que je me dis, cette personne-là, elle fait son travail d'une façon biaisée par ce qui est au niveau financier. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les dégâts viennent pas des journalistes qui se font influencer par ça, mais des pressions en fait, qui limitent le temps, qui limitent la capacité de travail, qui limitent beaucoup de choses qui, à mon avis, démouchent à ça. Et pour ça, j'aimerais juste qu'on compare tout le débat qu'on a à la richesse de notre pays. Je vais vous donner un chiffre. Je sais que ce n'est pas toujours ça, mais aujourd'hui, on a une redevance qui coûte 360 francs, 335. Ouais, 300 pardon, la TBS 335. Ce sera encore, le truc donné sera encore plus impressionnant. Si vous voulez maintenir le montant qu'a la RTS aujourd'hui, donc vous maintenez le financement de la RTS tel qu'il est aujourd'hui, et en plus, vous doublez ce montant, et l'autre partie, vous la distribuez pour la presse nationale écrite, par exemple, ou médias. Mais vous doublez le montant à disposition, et vous distribuez ça pour des aides à la presse. Mais au lieu de le payer avec la redevance, à 335 francs, vous le payez avec l'impôt fédéral direct. 40% de la population paye 0 francs. 40% de la population. Un couple avec 100 000 francs de revenus paye 100 francs. Juste pour vous dire quel moyen on a dans ce pays. Et à quel point, en fait, on pollue le débat sur le financement public de la presse en donnant l'impression que c'est hyper cher de financer la presse. Mais au fait, la Suisse, elle a gagné 300 milliards de francs par année de produit intérieur brut en 20 ans, c'est à l'époque. Et donc, elle a produit une richesse immense. Elle a juste choisi de la mettre en concentrant ces moyens dans les gens qui, aujourd'hui, en partie, rachètent la presse avec des objectifs idéologiques. Mais nous sommes un pays qui aurait les moyens, en fait, de financer massivement. Je ne dis pas que c'est ce qui fonctionne, mais on pouvait le faire et que ce soit supportable pour la population et l'État. Mais quand même, dire ce chiffre pour dire que ce ne serait pas si cher de faire quelque chose de bien pour l'aide à la presse. Et on sait une fausse idée de dire que pour ça, on va vraiment changer le quotidien de la population. Merci pour cet exemple concret. Je me dis, à me permettre. C'est sûr que Paul ne sera pas d'accord d'abord. Je pense qu'il dira que c'est totalement impossible de faire payer les Suisses en faveur des médias. Ils ont qu'à, au fond, choisir librement quel média d'information, d'opinion et de choisir en ayant l'abondance de choix. Mais ils payent la redevance, je pense, à diviser par 3 pour un ménage qui gagne 100 000 francs. C'est la classe moyenne, 100 000 francs, ça. J'ai des questions. Ça dépend du type de ménage. C'est plutôt déjà une panne. Vous souhaitez réagir, c'était sur un point qui était... C'est vrai, allons-y. Sur la... Il y a encore des questions qui auraient des visiteurs. Maintenant, sur la question droite-gauche, c'est-à-dire qu'en s'intéressant, en me rendant à cette réunion aujourd'hui, je me suis dit, tiens, aider la presse, l'État qui finance la presse, c'est plutôt un concept de gauche. Je me suis dit, tiens, alors... Et effectivement, M. Bender est là, soutient ça. Mais on a autour de la table quand même Cécile Sour, qui est
gère un média identifié de gauche et qui est contre une aide étatique à son média. Et on a vous, Modernateur, qui est dans un média accusé ce soir de droitisation, de Trumpisme par public. Trumpisme par public, si je... Parce qu'on a débauché une ancienne de vos collègues là. Robert. Et vous percevez plus de la moitié de votre budget avec de l'argent public. Donc, pour rappel, L'Aimant Bleu est financé à plus de 3 millions de francs sur un budget d'environ 5 ou 6 millions par la redevance pour son service public dans la région. Et vous avez des mandats de prestation, ça a été rappelé par Evassia Parteza dans son article ce soir, pour environ 900 000 francs de subventions et prestations. Donc 3,9 millions est de l'argent public dans un média accusé ce soir de droitisation. Donc en fait, je ne sais plus très... Ça bouscule un petit peu mes a priori. Voilà. Question suivante. Ah, si j'avais une question pour Madame Sour, vous avez sorti une enquête, je crois, il y a à peu près 1 ou 2 jours sur le consortium de journalistes ECCRP, qui est justement à, je crois, plus de à peu près 50% des financements qui proviennent fusionnement des États-Unis. On a parlé aujourd'hui du financement de l'État pour les médias nationaux, mais qu'en est-il des médias qui peuvent être en européen? Et c'est quand même un consortium qui, je pense, vous le savez aussi, qui a sorti pas mal d'enquêtes aussi sur les Swiss Secrets à Chypre, en Azerbaïdjan. Et en fait, comment est-ce qu'on fait? Est-ce que aussi cette enquête, vous pensez, va un peu affaiblir leur financement ou leur contact avec des autres médias parce qu'ils ne l'avaient pas forcément mentionné? Merci. Ouais. C'est intéressant, effectivement, c'est un exemple récent qui, pour nous, confirme la nécessaire indépendance du travail journalistique, puisque le Mediapart a révélé avec les 2 autres médias que l'OCCRP était financé à plus de 50% par le gouvernement américain, qui avait, si juste c'était du financement et qui se mêlait de rien, on pourrait se dire à la rigueur, mais qui avait et qui a toujours un droit de veto sur la personne qui est à la tête de l'OCCRP, qui est actuellement Andrew Sullivan, qui également fléchait certains de ses financements pour aller enquêter sur certains pays, la Russie, le Venezuela, etc. Et donc, à partir du moment où un État donne de l'argent à des journalistes pour aller enquêter sur certains terrains, on peut non pas remettre en cause le sérieux des investigations menées, parce qu'en plus, la plupart des médias partenaires n'étaient absolument pas au courant, et c'est ça qu'on reproche un petit peu aussi. À la rigueur, si c'était en toute transparence et que tout le monde acceptait, soit, mais c'est des choses qui étaient cachées aux nombreux médias de grande qualité qui font partie de ce consortium. Et donc, dès lors qu'il y a de l'utilisation par les renseignements américains de ce réseau de journalistes pour obtenir des informations sur certains territoires, et à contrario, les États-Unis n'étaient jamais des terrains d'investigation pour ce consortium-là, nous, on considère que ça altère la confiance, qui est déjà passablement altérée, entre les lecteurs, lectrices et le journalisme en général et d'investigation en particulier. Donc, ça a été une enquête qui était très compliquée à mener, qui fait des remous. Voilà, on a subi pas mal de pression pour ne pas la publier, parce qu'évidemment, ça donne à voir quelque chose que personne n'a envie de voir, c'est-à-dire qu'y compris avec les meilleures intentions de faire de l'investigation internationale de qualité pour révéler des choses que si on n'était pas, qui ne seraient pas révélables si on était un seul État, un seul média à faire, y compris avec les meilleures intentions, on peut, via la question des financements, contourner, détourner l'objectif premier de révélation de ce type de journalisme. Oui, bonsoir. Moi, j'ai une question concernant le temps de disponibilité de cerveau des potentiels lecteurs. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas un problème de gens qui sont saturés d'informations, saturés de jeux, saturés de tout? Et en plus, une partie est gratuite. Puis il y a 4 ou 6 mois, un manque de motivation simplement de s'intéresser un petit peu à ce qui se passe en dehors de son cadre très étroit. Est-ce que c'est pas un petit peu ça le problème? Ou une partie du problème? Ça, je pense que je ne serai pas la seule à répondre qu'effectivement c'est le temps. Eh bien, c'est clair, mais en concurrence, avec tellement de choses, y compris le scroll sur les réseaux sociaux, l'accès à des contenus beaucoup plus simples, ludiques, etc., que du coup, il ne peut que se battre. Enfin, nous, c'est ce qu'on essaie de faire à Mediapart.
Pour une information de qualité, on dit que l'information a de la valeur. C'est aussi pour ça qu'on demande aux gens de payer pour cette information. On leur dit qu'il y a des choses chez nous qui ne liront pas ailleurs. Néanmoins, s'il y a des lecteurs avec les de Mediapart occasionnels, on a tendance à faire des longs articles. Depuis 2 ans, on a mis en place un fonctionnement interne différent de manière à rendre plus accessible nos contenus, parce qu'on sait très bien que si un article doit être lu en 20 minutes, il y a assez peu de chances qu'il soit lu. Donc, on ne veut pas seulement insister, on veut aussi être lu parce qu'on pense qu'on a des choses intéressantes et importantes à dire aux citoyens et aux citoyennes. Et c'est vrai que la question de comment on rend accessibles nos contenus est au cœur de nos préoccupations. C'est aussi pour ça qu'on a certaines déclinaisons en bande dessinée parfois, en podcast. Enfin voilà, on essaye d'autres formats plus courts qui se consonnent différemment pour quand même apporter la même information, mais de manière riche. C'est très intéressant parce qu'au fond, Marc faisait allusion à quelque chose qui a été dit par Patrick Lelay, qui était le patron de TF1. Ils avaient dit que l'existence même de TF1 était là pour donner du temps de cerveau disponible à Coca-Cola. Dans tout, The Boys, etc., Academy, machin, etc. Mais ça existe depuis les années 80. Hein, la mutation au fond du divertissement des grandes chaînes, on n'est plus à l'ORTF depuis quelques décennies. Mais une chose qui est importante à relever, c'est pour les mêmes quotidiens, comme par exemple 24 heures. Je ne sais pas si vous avez déjà visité un quotidien. 24 heures, il faudrait cramer. Bon, alors la apparition d'écran donnant des statistiques d'audience, d'audimat de certains articles, où on voit que certains articles sont lus au niveau du titre, éventuellement du chapeau, et après il y a un décrochage. Ce qu'on appelle au fond l'engagement et le suivi de lecture des lectrices-lecteurs des contenus proposés par les journalistes, c'est devenu quelque chose comme une épée de Damoclès sur le fonctionnement des... C'est à la fois un atout. Même journaux disaient à propos de la ZZ qu'il avait contraint des journalistes qui étaient plus des écrivains à s'intéresser aux lecteurs. C'est-à-dire non pas d'écrire pour leur nombril, mais de commencer à penser au lectorat. C'est-à-dire qu'au fond, il a donné quand même une forme de pression sur la nécessité de rencontrer l'audience. C'est un économiste, c'est un homme de l'économie qui a dit à un moment donné, il faut effectivement que l'offre rencontre la demande. Donc il y a des progrès technologiques qui sont intéressants. Maintenant, cette course, si vous voulez, à la popularité du contenu, c'est quand même le piège. D'ailleurs, on voit assez récemment, d'ailleurs c'est le temps qu'a embrayé, avec ses résumés comme ça, l'essentiel en 20 secondes, comme elle titre, le chapeau, l'essentiel en 20 secondes, et puis qui médias à enrayer derrière aussi. Maintenant, dans leur nouveau site, les types médias, on a 3 bullet points pour résumer l'article. Et 20 minutes, la gratuité, c'est quand même que des articles courts, il n'y a pas d'éditoriaux, c'est juste du contenu destiné à placer de la publicité. Mais est-ce qu'il y a un mal, voire s'adapter? Non, c'est un enjeu de journalista. C'est pas vrai. Non, c'était juste pour rebondir. Et je pense que c'est fondamental. Le monde change, et si on ne change pas avec en tant que média, on va disparaître simplement. Et tout ce travail qu'on fait pour justement mieux coller aux usages à travers les résumés, à travers l'audio, à travers parfois la vidéo, ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, tout ça, c'est pour justement exister en tant que média aujourd'hui dans ce brouhaha. Ouais, mais moi, il faut faire un pas de plus. Parce que, alors personnellement, je suis hyper fan de ça. C'est-à-dire, j'aime quand on fait des efforts pour amener les choses autrement, l'idée de la BD, les vidéos, des bullet points, tout ça, j'aime beaucoup. Mais ce que j'attends de ça, honnêtement, aujourd'hui, c'est qu'on ne fait pas juste à dire la population, ma foi, elle suit un trend qui est de toujours faire plus simple, et toujours moins de contenu, et toujours moins. Et puis, nous, on s'adapte à ça. Et je comprends qu'on doit s'adapter à ça, mais pas seulement pour faire ça, mais aussi pour dire, on va aussi amener les gens quelque part. Et je pense que pour moi, cette logique de s'adapter aux gens, elle est juste, mais elle est aussi juste pour être une accroche pour aller plus loin. Je pense que pour dire par exemple, on a les mêmes problèmes en politique, en fait, c'est la même chose. Quand nous, on a fait la communication politique, on est confronté à la même chose. Est-ce que je fais une vidéo TikTok de quelques secondes, et puis je fais 3 blagues, et puis j'espère que ça passe, ou est-ce que je fais plus? Et j'ai toujours essayé, mais je ne dis pas toujours avec succès, parce que comme les médias, on a beaucoup de difficultés des fois à trouver les bonnes formules, et on ne sait pas tout de suite ce qui va marcher, puis on se plante plein de fois, donc on doit expérimenter. Mais de faire des accroches, et d'essayer, grâce à ces accroches, d'entraîner dans quelque chose de plus loin. Et on a réussi dans certains cas, par exemple, je parle plutôt ici de la collective, mais je suis sûr que c'est la même logique dans les médias, on a réussi parce qu'on a fait un truc marrant, une blague, un truc humoristique, des images, des trucs qui bougent dans tous les sens, tout d'un coup à entraîner au fait des gens, et parfois des très nombreuses personnes. Et ensuite, on a des votations complètement folles. Par exemple, on a eu l'info, les votations fiscales, je suis un spécialiste de ça, j'adore ça.
suppression de l'impôt anticipé, réforme du droit de timbre, etc., des trucs atroces. Et on a fait des vidéos hyper marrantes, mais qui finalement ont duré des fois 5, 10, 12 minutes, 15 minutes d'explication sur ce que c'est que la fiscalité, l'impôt, le droit de timbre, etc. Et on a eu des millions de vues. Je dis des millions de vues sur ces vidéos pédagogiques, mais parce qu'elles commençaient sur des choses qui étaient accrocheuses. Et je pense que les médias peuvent faire ça, peuvent au fait mixer ces éléments-là, et donc pas. Je veux juste dire, pour moi, c'est pas résultat de dire que les médias font ça. C'est noble du moment que leur but c'est aussi d'amener davantage. On est d'accord, le marketing est six-parties. Pour qu'à l'université, je vous rappelle ma thèse en 3 secondes. Pour la 3 bac, 134. Mais on peut peut-être réduire. Comme ma thèse, c'est clair pour que Est-ce qu'il y a encore des questions ou est-ce qu'on a soif et faim? Non, je ne sais pas si vous souhaitez ajouter chacune et chacun quelque chose. Sinon, Lisez la presse. lisez la presse, abonnez-vous, incitez vos amis fonctionnaires à vous abonner autant, et à la tribune de Genève et au courrier. Et voilà, on a fait le tour des jours genevois. Pas Mediapart. Ben pourquoi pas? Mediapart aussi, Mediapart. Merci, parce qu'il y a beaucoup de Suisses d'ailleurs qui. Il y en a. Alors, je ne pourrais pas vous dire combien, mais il y en a. On va prolonger les échanges plus informels autour d'un verre de l'amitié. Merci beaucoup, Cécile Sour, d'être venu ce soir. Merci Samuel Bendaron, je rappelle le conseiller national du Parti socialiste. Le venu de Lausanne, enfin du canton de Vaud, en tout cas, la gare de Lausanne, de PEPM dans le cœur de cette session, c'est vrai. Merci Kéradrian Irlé, directeur du Temps, et merci Philippe Amédro, professeur d'université, on dira ça comme ça pour terminer cette soirée. Merci à tous et tous de votre attention. C'est